On va aller retrouver notre invité du jour, voilà, Monsieur Josué Kogloum alias Jojojo, puisqu'il est plus connu sous le nom de Jojojo, de l'auto-école, bien sûr, Jojo. Vous voyez les plaques un peu partout là, vous voyez, auto-école Jojo, oui, c'est lui. C'est lui le propriétaire de cette, de cette école. Auto-école. Donc, si vous avez des besoins en conduite automobile, vous avez envie de conduire, c'est la seule adresse où il faut s'adresser, hein, tout simplement. Et puis, sur sa plateforme, sur Facebook, vous allez voir Jojojo, Joey, comme Joey Perkins, bien sûr. C'est un sentimentaliste, hein, ce monsieur. Il a la bouche, il a le temps, il sait parler, il sait convaincre. C'est aussi ça, quand il est sûr, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il est là. Donc c'est aussi ça, on a besoin de ces hommes-là qui savent, qui sont sûrs d'eux, qui savent où ils vont et ils savent et qui maîtrisent leurs choses. Jojo, lui, maîtrise la conduite automobile. C'est pourquoi il est expert en conduite automobile. Je crois que il est ici avec nous depuis pratiquement plus d'un mois déjà. On parle depuis de conduite. On a commencé par le dépassement. Après le dépassement, on est passé sur autre chose. Aujourd'hui, on parle on a parlé des points. Comment vous appelez ça? La signalisation, voilà. Bref. Et puis aujourd'hui, on est sur la conduite de nuit et ses conséquences. Aïe, Jojo, il faut que ce soit lui véritablement qui parle de ça. Bonjour Jojo et bienvenue dans ce plateau. Bonjour Calvino, bonjour Mireille et je dis encore bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, avant de revenir de parler d'aujourd'hui, je crois qu'on va revenir sur, parce qu'il y a des téléspectateurs quand même qui ont écrit, qui ont posé des questions la semaine dernière parlant justement de la conduite et il était question qu'on revienne avant de revenir de rentrer dans le vif du sujet. On va aller, c'était non, je reviens, je retrouve les questions. Non, on est à jeudi là. Il faut que, bon, tonton Calvino. Oui, je pense que si je peux commencer par poser des questions concernant la conduite de nuit, en attendant que mes gars nous trouvent des questions de la semaine passée, parce qu'on n'a pas pu répondre aux questions de la semaine passée, on avait plus assez de temps. Alors, mes gars, je peux? Ou alors tu peux... Monsieur Josué qui valablement répond aux critères d'un expert justement qualifié. Je suis conducteur de poids lourd et dans une entreprise de la place. Nous sommes réellement fatigués de ces gardes de la communauté urbaine et de leurs abus. Puisqu'on parlait des abus justement sur le sabotage, voilà. Non, c'était pas le sabotage. Les engins lourds. Les engins lourds, oui, justement la communauté, oui, qui stationnaient de façon abusive sur la voie publique sans signalisation. Exactement, exactement. Bon, maintenant quelqu'un dit il n'y a pas assez de parking et les panneaux sont inexistants. Il n'y a pas assez de parking pour ces... S'il n'y a pas de parking, est-ce que cela nous donne le droit de stationner n'importe où on peut créer des accidents de circulation? Voilà. Je pense que s'il n'y a pas de parking, le conducteur pourra se chercher un parking. Lorsque vous avez un camion que vous voulez stationner au bord de la route ou sur la voie publique, sur la chaussée, et que vous savez vous-même que cet endroit peut créer un accident de circulation, vous avez le droit et l'obligation d'aller chercher le meilleur endroit pour stationner le camion. Donc, moi, je pense que cette question, elle est très facile à répondre. On ne peut pas, c'est pas parce que on ne trouve pas de parking, d'après ce téléspectateur qu'on devait créer des accidents de circulation, tout en cherchant à bien se ranger. Bonjour à l'équipe, merci de nous avoir invité un expert. Il est très éloquent et vrai. Voici ma question. Pourquoi les gendarmes qui sont sur l'axe lourd avec les radars se cachent-ils?
Est-ce normal qu'ils se cachent avec le radar pour flasher les usagers alors que l'axe lourd est muette et sans panneau à jour et parfois illisible? C'est Charlie qui a écrit depuis. Je pense que normalement, le radar, c'est un appareil qui devait être placé à la vue de tout le monde. Voilà. Mais malheureusement, les conducteurs aussi jouent malin. Moi, je peux comprendre la position des gendarmes. Oui. Lorsque les conducteurs savent qu'il y a un radar à tel endroit et ils font de la vitesse, mais juste quand ils arrivent à moins de 500 mètres de cet endroit, c'est là où ils commencent à réduire la vitesse, juste pour tromper les gendarmes. Alors, les gendarmes aussi ont trouvé leur astuce, c'est de se cacher. Et ils sont très mobiles, ils se déplacent à chaque fois. Parce que si le gendarme est dans une broussaille et que vous avez été flashé à cet endroit, la prochaine fois, vous allez ralentir avant d'arriver à cet endroit. Donc, vous pouvez faire la vitesse tout en sachant que le gendarme a flashé à tel endroit, tel jour. Donc, il serait encore à cet endroit-là. Non, que non. Le gendarme est obligé de se déplacer pour aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Voilà. Et il y a une dame qui dit bonjour madame, sans les camions, l'économie est à terre. Et bien évidemment, puisque vous allez comprendre que à nos jours, on a plus de pénuries de gazole que de pénuries d'essence. Pourquoi? Parce que, comme toujours, c'est le gazole qui est le carburant le plus consommé en ce qui concerne le transport terrestre. Parce que quand je dis le carburant plus consommé peut être le kérosène, mais quand on parle de le transport terrestre, c'est le gazole. Parce que tous les gros porteurs prennent que du gazole. Donc l'économie de gazole fait augmenter aussi l'économie du pays. Donc je pense que cet explicateur n'est pas mal dit. Voilà. Ma participation dans une ville comme Douala, les gros porteurs ont un couloir de circulation de l'axe lourd jusqu'au port. Maintenant, pour circuler à l'intérieur des zones industrielles comme Sierry et autres, il faut avoir une autorisation de circuler. Avant, oui, les visites techniques sont informatisées sur les caméras, dont tout cela ressort dans le PV. Seulement, il y a des techniciens de ces machines qui trafiquent malheureusement. C'est Jean-Paul depuis Yaoundé. Nous l'avons débattu ici la dernière fois. J'ai dit que je ne me permets pas de faire des dénonciations lorsque je n'ai pas de preuves. J'ai fait des dénonciations lorsque les visites techniques se faisaient d'une manière fallacieuse. Beaucoup de gens faisaient les visites techniques sans toutefois présenter le véhicule. Maintenant, avec le nouveau système que moi je connais, avec les caméras qui sont fixées et les PV, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tous les centres de visite technique sont interconnectés avec le ministère des Transports. Ce qui fait que c'est pratiquement impossible. Bon, on dit souvent que impossible n'est pas camerounais, mais à mon savoir, je sais que toutes les visites techniques se passent avec les caméras, avec un PV et avec la participation du ministère des Transports. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Ici, c'est Valdez depuis Bouddha. À ce sujet de stationnement, les conducteurs en général, et plus particulièrement aux conducteurs de camions, doivent être sensibilisés aux méthodes de stationnement. Comme par exemple, un camion ayant un problème technique, les chauffeurs doivent savoir qu'ils peuvent traditionnellement placer les touffes d'herbe en route au moins à 300 mètres du camion. Non, pas 300 mètres. De toutes les façons, il n'a pas mal dit, mais pas jusqu'à 300 mètres. Parce que, vous savez, c'est exactement comme le clignotant. Il y a une certaine distance où on doit commencer à clignoter lorsqu'on veut tourner ou lorsqu'on veut s'arrêter. Au moment où vous commencez à clignoter à 300 mètres et que devant vous, il y a encore au moins 2 intersections, vous allez transmettre une mauvaise information à ceux qui vous suivent. Raison pour laquelle on ne peut pas commencer à clignoter à 150, on doit commencer à clignoter à 50 mètres avant de prendre soit le tournant, soit s'arrêter. Donc 300 mètres, je trouve qu'il a un peu exagéré. Mais il faut qu'il sache, et comme je l'ai dit la dernière fois, la présignalisation doit être visible au moins à 100 mètres. Et cela ne veut pas dire qu'on doit placer les touffes d'herbe à 300 mètres. Mais que si on a, par exemple, les 2 triangles de présignalisation, on placera chaque triangle à 30 mètres de la voiture.
ou du camion qui est garé. Visible au moins à 100 mètres. Maintenant, s'il y a un virage, là, on peut prolonger cette présignalisation jusqu'à finir le virage. Parce qu'au niveau du virage, c'est très dangereux lorsque vous sortez d'un virage et puis subitement vous tombez sur un camion qui est stationné ou qui est en panne. Sans phare. Parfois même c'est sans feu de position. Donc vous voyez, on ne peut pas aller placer à 300 mètres comme il a entendu dire. Mais on peut le faire si les dispositions de la chaussée nous obligent à le faire. Voilà, ça c'était les questions de la semaine dernière. Je crois que les téléspectateurs sont fixés là-dessus, ceux qui avaient des préoccupations. Aujourd'hui, on parle de conduite de nuit et ses conséquences. Quand on parle de conduite de nuit, on sait déjà que c'est quand le jour tombe. Tout à fait. Mais Jojo, on remarque quand même que dans les conduites de nuit, à partir même de 18h, on voit des gens qui conduisent n'importe comment, c'est-à-dire surtout en termes de jeu de phare. La première chose que je vais dire, le premier conseil que je donne aux automobilistes, c'est que dès lors que le crépuscule s'annonce, il faut allumer les feux. Donc on pense que allumer les feux, c'est pour voir. Pas forcément. Allumer les feux, c'est pour voir effectivement, mais c'est aussi pour se faire voir. D'accord. Okay. Parce qu'on n'allume pas seulement le feu parce qu'on veut voir. Vous allez constater que la plupart des véhicules qui sortent aujourd'hui ont les feux allumés automatiquement. C'est-à-dire que dès lors que vous mettez la clé au contact, les feux s'allument. Ceci, c'est parce qu'on veut se faire repérer le plus tôt possible. Donc, maintenant, le moment le plus dangereux dans la conduite, c'est entre 18h et 6h. Oui. 18h, 6h. Et entre 6h et 18h. Et 18h. Ça, je peux te le dire. J'ai dit 6h. Quand nous sommes dit à 5h du matin, par exemple, avant 6h, vous savez, en ce moment-là, la visibilité est encore beaucoup plus réduite. Parce qu'il y a un mélange de nuit et de jour. En ce moment, même les feux ne vont plus très loin. Je pense que tous les conducteurs qui m'écoutent le savent. Quand vous êtes à 5h30 par exemple, c'est-à-dire que vous êtes au lever du jour, vos feux ne peuvent plus bien fonctionner. Même quand vous envoyez les feux de route, vous ne voyez pas très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de nuit et de jour. Voilà. Maintenant, à partir de 18h, il faut allumer les feux. Normalement, moi je demande même aux automobilistes d'allumer les feux, que ce soit du jour que de nuit. Ah bon? Simplement. Que ce soit du jour que de nuit. Il y a des pays dans ce monde où on ne peut pas conduire sans allumer les feux. Que ce soit du jour ou de nuit. Donc la conduite de nuit a une particularité. C'est qu'elle est plus dangereuse que la conduite du jour. Parce que dans la nuit, la visibilité est très réduite. Et il y a des obstacles tels que nous avons dit tout à l'heure, les camions qui garent sans signalisation, les véhicules en panne, et on peut même avoir des gros trous. Il y a des gros trous sur la chaussée qui peuvent aussi être des dangers. Parce que lorsque vous roulez, par exemple, à une vitesse supérieure à 80, et que vous tombez sur un grand creux, vous pouvez faire un tonneau. Pas que vous pouvez, vous faites un tonneau. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas préparé à rencontrer un creux en ce moment-là, et dans la nuit. Donc, certains conducteurs disent que ils préfèrent conduire la nuit parce que lorsque ils ont un croisement, ils voient le véhicule qui vient à plus de 200-300 mètres par le feu. Moi, j'ai dit que c'est faux. La conduite de nuit restera toujours la plus dangereuse de la conduite. Pourquoi? Parce que même quand vous avez su qu'il y a un véhicule qui arrive, vous ne pouvez pas savoir s'il y a un autre qui est stationné au bord de la route que vous n'avez pas vu. Et au moment du croisement, c'est encore le moment le plus dangereux dans la conduite de nuit. Pendant le croisement, vous avez des feux qui vous éblouissent. Et pendant que les feux vous éblouissent, vous avez un camion qui est stationné devant vous, ou bien un autre obstacle qui est devant vous. Vous n'allez forcément pas le voir. Si vous êtes ébloui par les feux adverses, vous n'allez pas voir.
Et c'est pour cette raison que la plupart des accidents mortels, les accidents les plus violents, se font toujours la nuit. Je dis bien la plupart. Parce que si on parle en termes de pourcentage, on prend même plus de 70%. Et le code de la route dit que les accidents de nuit sont souvent tous mortels. Voilà. Donc, Monsieur Jojo, quelle est donc la règle d'or pour la conduite de nuit? Mais la conduite de nuit, c'est qu'il faut déjà rouler très lentement. C'est-à-dire avoir une vitesse conséquente lorsqu'on roule. Vous ne pouvez pas rouler 120, 130, comme je vois les gens faire, dans la nuit, alors que la visibilité est réduite. Les feux que vous envoyez, les feux de route, peuvent aller jusqu'à 150 mètres seulement. Alors que vous êtes sur une route à grande circulation où la vitesse est élevée. Lorsque vous roulez à 130 km/h, vous n'avez pas assez de temps pour vous arrêter. Lorsque vous avez un obstacle comme un camion qui est stationné sur la voie publique et qui n'a pas de signalisation, vous n'avez pas assez de temps pour vous arrêter. C'est pour cette raison qu'on conseille, et que je viens ici conseiller les automobilistes, de rouler conséquemment, c'est-à-dire réduire la vitesse dès lors que la nuit tombe, parce que c'est le moment le plus dangereux de la conduite. Maintenant, on note maintenant, parce que comme disait Améga tout à l'heure, nous on voyage toujours la nuit pour aller dans les funérailles, les levées du corps et tout et tout. Moi, dernièrement, quand on voyageait, j'ai vu un chauffeur, notre chauffeur était dans la nuit, les gens dormaient là derrière moi. Je vois, il conduit, après tu vois, il gratte sa tête, gratte sa tête, il serre sa tête. Effectivement, avant de continuer, le fait qu'un conducteur gratte la tête, c'est un signe de fatigue. Il peut bâiller, il peut se tordait comme ça. Non, il peut essayer de changer, il fait comme s'il changeait de place, comme si il avait mal aux fesses. C'est un autre signe de fatigue. Il y a beaucoup de signes de exactement fatigue. Ça. Dès lors que vous voyez un conducteur qui bâille, un conducteur qui se gratte la nuque, qui se gratte la tête, qui change de place à chaque fois, ça dit qu'il essaie de se mettre à l'aise là où il est assis, c'est un signe de fatigue. Et parfois, quand il est fatigué, il commence à somnoler. Mais il mange le mbitak, il mange la cola et l'eau, les arachides. Tout dépend des organismes. Moi, je peux vous dire que je peux boire le café et je dors. Ouais. Alors qu'il y a ceux qui prennent le café, peuvent faire 2 jours sans dormir. Il y a ceux qui prennent la cola, tout simplement parce que la cola a ces substances-là qui leur permettent de se maintenir éveillés. Mais il y a aussi ceux qui prennent la cola et s'endorment. Donc, le mieux pour un conducteur qui veut voyager, qui veut prendre le volant la nuit, le mieux c'est reposer pendant très longtemps avant de prendre le volant. C'est-à-dire, si c'est qui conduit la nuit, il doit dormir, se reposer en journée avant de prendre le volant. Il n'est pas interdit, c'est Calvino, de conduire la nuit. Il n'est pas interdit de faire le voyage de nuit, mais il est obligatoire de prendre une pause, de se reposer, de manger léger. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Lorsque vous avez mangé un gros plat de la nourriture de ton village, c'est quoi encore? Le pilet, non, le pilet de pomme. Le pilet, voilà. Le pilet, le malaxé, la sauce jaune, ça pèse. Ou bien le coq. Et tout ce que les mecs camerounais que nous connaissons, qui pèsent, ça vous amène à dormir, à somnoler. À somnoler. Et quels sont somnoler régulièrement lorsque vous prenez le volant. Maintenant, lorsque vous voulez conduire, il est mieux de manger très léger. Il y a des nourritures légères. Des salades. Par exemple. Des fruits. Et surtout boire beaucoup d'eau. Des fruits. Voilà. Mais lorsque vous voulez voyager, vous voulez prendre le volant à 20h, vous prenez le volant par exemple à 22h et vous êtes devant un gros plat qui va vous bourrer, sachez qu'une heure du temps après, vous allez commencer à somnoler. Et c'est là où commence la fatigue. Et quels sont justement les effets de cette fatigue sur la conduite? Mais les effets de la fatigue, on a commencé d'abord par voir les signes de la fatigue. Oui. Et les effets, c'est quoi? La somnolence, c'est un effet. Ça entraîne des accidents. Et c'est ça qui va entraîner les accidents de circulation. Lorsqu'un conducteur somnole, il n'est plus avec vous. Voilà. Parfois, il se réveille que lorsqu'il se fait déjà tard. Le fait est déjà là. Soit il se déporte dans la rigole, soit il quitte totalement la chaussée et entre dans un ravin, soit c'est un choc frontal. Il peut quitter sa voie, retrouver la voie
adverse et faire avoir un choc frontal. Voilà. Donc voilà à peu près les conséquences de la fatigue. Moi, je reviens sur les feux, les phares. Moi, j'ai souffert l'autre jour, il y a quelques jours, quand je conduisais. Il était déjà 20h, 21h par là. Mais tu as des gens qui te mettent le plein phare et ça te brûle, ça brûle la vue si tu ne fais pas attention. Entre les motos qui circulent, c'est difficile parfois même de les repérer parce qu'ils n'ont déjà pas de phare. Donc, quelqu'un t'a mis un plein phare. Quelle est la conduite à tenir quand on est face à quelqu'un quand tu es face au phare? Ça, c'est une très bonne question. Je remercie ces genres de questions. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent poser ces genres de questions parce que c'est très important. D'abord, allons-y sur les feux. Le conducteur, un bon conducteur qui a été bien formé, sait que à chaque fois qu'il croise un autre véhicule, parce que quand je parle de véhicule, les gens ont souvent tendance à voir que les véhicules de 4 roues. Parce que la moto, c'est un véhicule. Alors, lorsque vous êtes face à un autre usager, qu'est-ce que vous devez faire? Les deux usagers qui sont face à face de nuit doivent baisser leur feu et passent de feu de route en feu de croisement. Les feux de route, c'est ce que vous appelez plein phare. Mais le code de la route ne connaît pas ce mot. D'accord. Nous, on utilise les feux de route et les feux de croisement. Alors, les feux de croisement peuvent aller au trop à 40 mètres, entre 30 et 40 mètres. C'est pour ne pas éblouir l'usager qui est en face. Et l'usager qui est en face a le devoir de faire de même. Or, si vous baissez vos feux et que lui reste en feu de route, il vous met en difficulté. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est ébloui par les feux adverses? Vous savez, lorsque les routes sont matérialisées, quand je parle de matérialisées, ça veut dire que la signalisation horizontale sur la chaussée, nous avons une ligne qui délimite la chaussée et les accotements, qui s'appelle la ligne de rive. Alors, à partir du moment où vous êtes ébloui par les feux adverses, le conseil que nous vous donnons, c'est de regarder la ligne des rives. Ne pas fixer les feux adverses. Voilà. Parce que quand vous fixez les feux adverses, vous n'allez plus rien voir. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'astuce, c'est de regarder le bord droit de la chaussée où se trouve la ligne des rives. Vous ne serez pas ébloui. Vous ne serez pas ébloui. Et même si vous êtes ébloui en ce moment, la ligne des rives vous permet de ne pas sortir de la chaussée. D'accord. Voilà le rôle de la ligne de rive. Oui, mais parce que parfois on est face à cette ligne, on est à côté de cette ligne de rive et puis tu as une moto qui va apparaître aussi sur cette ligne de rive là, qui peut te pousser à faire un accident. Vous savez, pendant ma formation, parce qu'actuellement je forme des conducteurs de moto. Oui. Je dis aux conducteurs de moto que le dépassement se fait par la gauche. Merci. Quel que soit le cas, merci, le dépassement se fait par la gauche. Lorsqu'un conducteur de moto vous dépasse par la droite, il se met en difficulté et il vous met aussi en difficulté. Et voilà. Non seulement il se met en difficulté, mais il se met en danger. Voilà. Parce que le moment où vous voulez esquiver un véhicule qui vient en face, ou le moment où vous êtes ébloui, votre seul espoir, c'est la ligne de rive. Voilà. Et lorsque vous serrez vers la ligne de rive et que lui, il veut vous dépasser par la droite, c'est là où surviennent souvent les accidents de circulation. Donc, aucun dépassement ne se fait par la droite. Sauf si le conducteur que vous suivez manifeste son intention de tourner à gauche. Et si l'espace à la droite est suffisant pour vous permettre de dépasser. Donc, c'est le seul cas où on peut dépasser par la droite lorsque le conducteur devant vous clignote qui va aller à gauche. Et vous attendez le moment où l'espace qu'il vous laisse peut vous permettre de faire un dépassement. Alors donc, je continue à dire, le dépassement ne se fait pas par la droite. Tous les conducteurs de moto qui me suivent, je leur dis, ne prenez pas souvent le risque de faire les dépassements par la droite parce qu'on ne dépasse jamais par la droite. Voilà. Donc ça veut dire que ceci m'amène à
vouloir poser la question de savoir, les motos doivent vous conduire à où? Parce que il faudrait, c'est vrai que c'est pas le sujet, mais la moto, on dit que la moto doit être à 1 mètre à l'auto, et quand on parle de 1 mètre, je sais pas, de la voiture, je sais pas. Non, là, vous parlez de l'espace entre la moto et la voiture. C'est la marge de sécurité. Marge, oui. Et c'est cette marge de sécurité qui peut être à 1 mètre en agglomération. C'est-à-dire que ce n'est pas que les motos doivent rouler à moins 1 mètre de l'accotement. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ceux qui veulent dépasser la moto doivent laisser une marge d'1 mètre au moins quand ils sont en agglomération. Maintenant, quand on est hors agglomération, le véhicule qui veut dépasser la moto doit laisser au moins 1 mètre et demi. Maintenant, le conducteur qui roule avec la moto, je vais d'abord dire une chose. La conduite ici chez nous se fait par la droite. Donc, il est hors de question de dire à quelqu'un de rouler par la gauche. Donc, le conducteur de moto doit rouler par la droite. Mais il ne doit pas serrer totalement le bord droit de la chaussée. Pourquoi? Parce que sur le bord droit de la chaussée, il y a des dépôts de sable. Je sais que tout le monde peut constater, il y a les dépôts de sable. Et vous savez qu'une moto, c'est l'équilibre. Lorsqu'une moto roule sur le sable, c'est facile qu'il dérape et qu'il chute. Donc, on ne demande pas aux motos de rouler très collé sur le bord de la chaussée. Mais il doit rouler conséquemment par rapport à l'autre circulation. Du côté gauche ou côté droit? Du côté droit. On ne roule que du côté droit. Sauf dans d'autres pays anglo-saxons où la circulation se fait à la gauche. Mais chez nous ici, on roule à droite. Donc le conducteur de moto doit rouler à droite. Mais malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas le sujet. Mais malheureusement, puisque vous avez suggéré ça, malheureusement, les conducteurs de moto dans nos axes, dans nos villes, roulent beaucoup plus à gauche. Je crois que vous l'avez déjà constaté. Oui. Ils roulent à gauche, donc, et pas seulement eux. Il y a aussi les conducteurs des autres véhicules qui roulent à gauche. Sur les boulevards, par exemple, où les chaussées sont séparées. Les gens au Cameroun, à Douala, ont tendance à rouler toujours à gauche. Ils vous poussent à les dépasser par la droite. Ça ne veut pas dire que quand la chaussée est séparée, ça vous donne le droit de rouler à gauche. Merci. Il faut rouler à droite pour permettre aux autres de vous dépasser. Parce que non seulement quelqu'un roule à gauche, mais il roule lentement. Il roule à gauche et lentement. Voilà. Et il veut que tout le monde suive son rythme. Et c'est pour ça que plusieurs les dépassent par la droite. Voilà. Ils imposent leur rythme aux autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est ça le problème. Donc, faites l'expérience, allez sur nos routes qui sont séparées, les boulevards qui sont séparés. Vous allez constater que la plupart des conducteurs, que ce soit camions, que ce soit des voitures à 4 roues, roulent à gauche. Ça, c'est un phénomène qui m'a dépassé. Soit à gauche, soit au milieu. Généralement à gauche. Généralement à gauche, oui. Mais je vais dire ceci. La voie de gauche, même quand on a une chaussée séparée, la voie de gauche est réservée pour le dépassement. Et il faut que tout le monde le sache. La voie de gauche, c'est pour le dépassement. Ce n'est pas pour rouler, prendre tout le temps et rouler à son rythme et maintenir toute la file à votre rythme. C'est pas comme ça qu'on commence. Voilà. Mais est-ce que la nuit, ça se passe comment? Ça devrait se passer comment la nuit? Sur les boulevards? Sur les boulevards et sur les axes lourds. Je continue à dire qu'on doit rouler à la droite. Et rouler à une vitesse réduite quand il s'agit de la nuit. Mais Jojo, dans les axes, les grands axes, je veux dire l'axe lourd, la route n'est pas aussi... Et on a quand même des petites routes encore, il faut dire, au Cameroun. Les routes sont très petites. Donc du coup, quand on roule la nuit, rouler à droite, c'est un peu compliqué parce que tu as d'autres voitures qui arrivent là-bas. Ça ne prend peut-être qu'une voiture qui vient, une voiture qui vient. Et il y a même plus la ligne, comment on appelle ça? Les discontinues. La ligne continue. Donc disons que vous parlez d'une route... On gère comment? Vous parlez d'une route qui n'est pas matérialisée. Matérialisée, oui, dans ce cas. Ni ligne continue, ni ligne discontinue, ni ligne dérive. Exactement. On gère ça comment? Je vais vous dire la nuit surtout. Le conducteur a pour rôle de diviser la chaussée en deux. La ligne peut ne pas être matérialisée. Oui. Mais vous la matérialisez dans votre cerveau. Tête, voilà. Et cette ligne est imaginaire. D'accord. Vous fixez une ligne imaginaire. D'accord. Et cette ligne divise la chaussée en deux. Parce que lorsque vous vous déportez
de votre côté, vous voyez, vous-même, vous sentez que vous n'êtes plus sur votre voie. Lorsque vous quittez votre voie, vous empiétez l'autre voie. Vous sentez vous-même que vous avez dépassé la ligne médiane. Et donc la médiane dont je parlais, c'est cette ligne qui est imaginaire, qui est tracée par tous les conducteurs. Ça veut dire que pendant qu'on conduit, que la route soit matérialisée ou pas, le conducteur sait qu'il y a une médiane qui est tracée dans son cerveau. S'il traverse un peu la médiane, il sent qu'il a traversé. Ça, c'est instinctif. Tous les conducteurs le savent. Dès lors que vous avez traversé la médiane, vous le savez. Mais qu'est-ce qui peut donc pousser ces gens à conduire avec autant de légèreté, ne pas se confronter aux règles de la route? C'est la même question que je pourrais poser. Qu'est-ce qui peut pousser un conducteur à faire un dépassement au virage? Qu'est-ce qui peut faire? Qu'est-ce qui peut pousser un conducteur à faire un dépassement au sommet des côtes? Ce sont des questions. Qu'est-ce qui peut pousser un conducteur à engager un dépassement alors qu'il voit devant lui un autre véhicule qui arrive? C'est pareil. Ce sont les mêmes choses. Parlant des dépassements sur les axes lourds, par exemple, la nuit, parce que moi je m'intéresse à la conduite de nuit. Parlant des dépassements sur les axes, pas les gares, parce que tu as la plupart des gares qui te font des dépassements, non seulement en essayant de faire un dépassement, il est en le plein phare, et ce qui fait que ça peut tuer quelqu'un qui vient en face. Je vais vous dire une chose, quelqu'un qui veut vous dépasser, commençons par là. Oui. Quelqu'un qui veut vous dépasser la nuit est dangereux aussi que celui qui vient en face. Oh. Celui qui veut vous dépasser aussi peut être dangereux pour vous. Oui. Parce que les rétroviseurs peuvent vous éblouir. C'est pour ces raisons qu'on demande aux conducteurs de mettre souvent les rétroviseurs en position nuit. Lorsque vous conduisez, surtout le rétroviseur interne, il faut le baisser pour ne pas voir les feux arrière. Parce que les feux peuvent vous éblouir. Vous avez le rétroviseur interne et vous avez le rétroviseur côté chauffeur, le rétroviseur gauche. Oui. Ce sont les deux rétroviseurs qui peuvent facilement vous éblouir. C'est pour ça que le conducteur qui veut engager un dépassement la nuit doit d'abord baisser ses feux. D'accord. Il doit d'abord baisser les feux. C'est quand il engage le dépassement proprement dit, c'est-à-dire quand il arrive à la zone de non-retour, que nous avons parlé la dernière fois, il peut passer en feu de route. Lorsqu'il a presque fini le dépassement, il peut passer en feu de route. Mais lorsqu'il veut vous dépasser, il n'a pas le droit de rester en feu de route parce qu'il va vous éblouir. Donc, maintenant, celui qui vient en face, lui aussi, il est très dangereux. Il est même plus dangereux que celui de derrière. Parce que lui, il vous éblouit. Il vous éblouit et peut-être qu'il pourrait même être en train de faire un autre dépassement. Vous voyez? Et c'est pour cette raison qu'il y a des accidents de nuit sont les plus mortels. Voilà. Les plus mortels parce qu'on ne voit presque rien. Et on peut courir. En courant, on ne sait pas s'il y a un obstacle devant et puis c'est déjà parti. Je veux... On revient alors après. Nous recevons Jojo de son vrai nom, Josué Kogloum, voilà, expert en automobiliste, expert en conduite automobile, voilà, et puis aussi propriétaire de l'auto-école Joé ici à Douala. C'est lui que nous recevons ce matin. On va marquer petite pause pour aller retrouver le citoyen camerounais du côté de Yaoundé avec Thierry Onde et Dieudonné Niassa, histoire de nous poser la question qu'on leur a posée sur la conduite de nuit et ses conséquences. Vox Pop. La conduite de nuit, il y a la fatigue, il y a les risques d'accident, il y a la conduite en état de piété, il y a plusieurs risques. Ça peut causer des accidents. Il y a des gens qui manipulent les téléphones. Et lorsqu'on conduit dans la nuit, on se dit que la route est libre, on peut rouler normalement. On s'expose, il y a même des accidents, il y a même des agressions. Quelqu'un peut être en train de conduire, il sort de sa voiture pour faire pipi, on l'agresse et tout ça. Il y a plusieurs risques en fait. Les risques liés à la conduite de nuit, comme risque que nous avons, le problème d'insécurité dans certaines zones. Déjà, nous avons des zones qui ne sont pas éclairées. Des fois, on se dit qu'en sortant, nous sommes en sécurité et quand on se rend compte, on se rend sur le lieu,
on se trouve en train d'être agressé. Nous avons également certains usagers, certains conducteurs qui, lorsqu'ils sont en train de conduire, ils manipulent les téléphones et ce qui les déconcentre parce qu'ils perdent leur concentration. Et il y a également ceux qui conduisent étant sous. Parce que ça également nous crée beaucoup d'énormes accidents sur nos routes. Donc je pense qu'avec ces 3 éléments, nous avons plein d'autres. Mais selon moi, ces 3 sont les majeurs, ceux qui sont le plus récurrents dans notre société au quotidien. Bon, la conduite de nuit pour moi déjà, d'après moi et pour ma part, déjà on a un problème d'électrification. C'est-à-dire que quand vous essayez de parcourir un peu la ville, vous constatez que il y a de l'obscurité partout. Et là, je pense qu'avec ça, les chauffeurs ont du mal à circuler souvent. Parce que la visibilité n'est pas bonne. Bon, en dehors de ça, il y a aussi l'état de nos routes. Parce que dans tous les quartiers, à Yaoundé, c'est presque la même chose. Ça veut dire que c'est le même cri d'alarme partout. Nous souffrons avec les nids de poules. Ça rend un peu vraiment la circulation un peu difficile. Donc je me dis qu'avec ça, dans la nuit, ce n'est pas toujours évident. Les risques liés à la conduite de nuit, il y a l'insomnie, dû à la fatigue, il faut se reposer. L'insomnie, il faut éviter l'alcool, éviter les longues distances. Pour moi, les risques que court le conducteur de voiture dans la nuit est beaucoup plus l'état de la route. L'état de la route parce que quand on ne maîtrise pas le chemin qu'on emprunte, il y a plusieurs nids de poules qu'on ne peut ne pas éviter. Et surtout quand la voiture n'est pas dans tous ses états, ça crée souvent un problème parce qu'il suffit d'être dans un nid de poules et si vite il y a eu un accident, soit un tonneau, j'en étais victime, bien évidemment. Donc je m'en souviens, c'était dans la nuit. Nid de poules, après j'ai eu crevaison, j'ai voulu maîtriser le véhicule, j'ai fait tonneau. Donc ça c'est les risques parce que l'éclairage parfois n'est pas, il y a un problème de visibilité. Les risques liés par rapport à la conduite de nuit, c'est avoir un bon repos et avoir aussi un bon véhicule. Un bon véhicule avec les bons phares. Là, vous pouvez rouler sans problème. Mais il faut bien aussi se reposer. Jojo, voilà, après ceci, c'est quoi votre mot? J'ai fait un constat, et c'est pour ça que j'ai fait un constat. C'est comme si les Camerounais qu'on a interrogés ne voient que la conduite dans les agglomérations. Parce qu'eux tous ne parlent que l'éclairage public. Non. On ne peut pas éclairer une route comme Bafoussam Yaoundé ou bien Yaoundé Douala. On ne peut pas mettre l'éclairage public partout. Il se pourrait qu'eux, ils ne voient que la conduite dans les agglomérations. Et il faut qu'ils sachent aussi que les accidents de circulation de nuit dans les agglomérations font moins de victimes que les accidents sur nos grands axes routiers. Parce que sur nos grands axes routiers, la vitesse est souvent très élevée. Or, de nuit, dans les agglomérations, les gens roulent aussi un peu plus vite parce que la route la situation est libre, elle est ouverte, donc il n'y a pas assez de véhicules. C'est pour ces raisons que de nuit aussi, dans les agglomérations, on enregistre des accidents mortels. Vous allez constater que les week-ends, les gens rentrent de boîtes de nuit et autres. On trouve les accidents mortels dans la ville. Par exemple, dans la ville de Douala, on en voit régulièrement. Surtout sur l'axe Lopom-Lobessou. Là-bas, ça devient récurrent. Ça devient récurrent parce que c'est chaque week-end qu'on trouve les tonneaux. Alors qu'il n'y a absolument rien. Les gens font des tonneaux sur une route où il n'y a presque pas de virage. Vraiment, une route à chaussée séparée. La route à chaussée séparée. Mais on trouve des personnes qui laissent leur voie et qui montent sur les blocs de béton qui protègent les poteaux et qui se renversent régulièrement. Mais c'est dû à tous ceux qui passent sur cette axe routier savent ça, que c'est comme ça. Donc, l'éclairage n'est pas forcément la cause
les accidents de nuit. Parce que les véhicules aussi ont des feux. Si quelqu'un a un véhicule qui a les feux qui vont jusqu'à 150 mètres, ça veut dire qu'il peut anticiper sur le danger. Vous comprenez? Donc, la conduite sur les grands axes, on ne peut pas éclairer un axe de 300 km, ce n'est pas possible. J'invite donc les conducteurs à réduire la vitesse, c'est tout. Il n'y a pas la magie à ça. On réduit la vitesse, on fera moins d'accidents de circulation, c'est tout. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, et c'est ce que je viens dire ici chaque lundi, réduire la vitesse nous sauve la vie. Tonton Calvin. Oui, je réduis la vitesse. Vous parlez de la vitesse. Il y a aussi dans le Vox Pop les gens qui parlaient de la fatigue. D'où j'ai une question à deux volets. Premièrement, quels sont les moyens pour réduire vraiment la fatigue au volant? Et de deux, moi j'ai assisté à beaucoup d'accidents, pas assisté, mais j'ai vu beaucoup d'accidents où on dit toujours que les chauffeurs étaient fatigués, ils avaient sommeil et tout et tout. De telle enseigne que je voyageais un jour, j'ai vu carrément une femme dire au dit derrière que pardon chauffeur, arrête le bus, le car, tu fermes même les yeux pour quelques minutes, on repart. D'où ma question, est-ce que fermer les yeux, n'est-ce pas, permet de réduire le sommeil? C'est que vous n'êtes pas un spécialiste en sommeil. Non, mais, ce n'est pas question des spécialistes. Le code de la route a déjà tout dit. Voilà. Un conducteur qui a sommeil peut prendre 30 minutes. Et on appelle ça le sommeil réparateur. 30 minutes. Réparateur, c'est ce que vous voulez dire, autant pour moi. Donc il a donc un sommeil réparateur de 30 minutes. J'ai dit 30 minutes suffisent pour que le chauffeur se remette en jambe. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes dans le véhicule et que vous constatez que le chauffeur somnole, c'est votre droit de dire au chauffeur de s'arrêter et de prendre 30 minutes de repos. Voilà. Mais en ce qui concerne la première question de tout à l'heure, je pense qu'on a répondu à cette question ici. Qu'est-ce qui provoque la fatigue? Les moyens de réduire la fatigue au volant. Bon, ok. Le moyen, c'est de se reposer. Il n'y a pas de magie. Se reposer, manger moins lourd, éviter l'alcool, boire beaucoup d'eau. Voilà ce qu'il faut faire pour un conducteur. C'est reposer suffisamment avant de prendre le volant. Et un voyage, se prépare. Psychologiquement, le voyage se prépare. Exactement. On ne se lève pas un matin ou un soir comme ça, à 20h, on dit qu'on voyage. On voyage, voilà. Supposons que je suis un conducteur qui n'a pas préparé comme vous dites. Vous dites la bonne chose. Je n'ai pas préparé subitement, je suis en route, j'ai sommeil, les yeux piquent. Je fais comment? Est-ce que je dois prendre l'eau comme certains gens pour laver la face? Est-ce que je dois arrêter la voiture? Bon, non, il faut dormir. Vous allez chercher un endroit sûr pour stationner. Vous tirez votre siège, vous dormez au moins pour 30 minutes avant de repartir. C'est la seule solution. Quitte à ce que les passagers même s'énervent. Si vous avez les passagers qui s'énervent, d'ailleurs un passager qui comprend ce genre de choses ne peut pas s'énerver lorsque le conducteur veut se reposer. Exactement. Parce qu'il tient la vie de tout le monde. Alors s'il est fatigué, il somnole, vous allez tous mourir. Pourquoi ne pas lui accorder les 30 minutes de sommeil réparateur? Bon, en dehors de 30 minutes, est-ce qu'il ne peut pas, par exemple, sortir, faire quelques mouvements, se relâcher et revenir? Non, la seule chose que je peux dire, ce que le code de la route demande, à chaque 2 heures de conduite, que ce soit de jour ou de nuit, le conducteur a droit au moins de 15 à 20 minutes de repos. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut sortir du véhicule, il se détend avant de revenir. Voilà. Si vous quittez ici pour Yaoundé, non, disons même plus de Yaoundé, même, on peut aller plus loin à l'est, vous pouvez vous reposer 2 ou 3 fois en route. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous conduisez 2 heures du temps, vous avez droit à un repos au moins de 15 minutes. Jojo, ceci m'amène à poser la question, est-ce qu'il y a les aires de repos? Il y a les aires de repos sur l'axe Douala-Yaoundé. Ailleurs, je ne sais pas. L'axe Douala-Yaoundé, il y a les aires de repos. Je vois un aire de repos, par exemple, à Pouma. Je vois un aire de repos à Sombor. Je vois un aire de repos à Boumiébé. Je crois qu'il y en a. Donc, ça veut dire que tout chauffeur devrait a le droit de s'arrêter à ces aires de repos, d'entrer dans de l'aire de repos pour se reposer. C'est bon à savoir pour nous. Mais il peut aussi, sommes conduits. Il peut aussi décider se reposer ailleurs. C'est-à-dire que s'il trouve un espace où il peut le faire sans danger, il peut le faire. Il y a des domiciles. Il y a des domiciles au bord de la rue. Il y a même d'autres petites rues où vous pouvez entrer et vous reposer. Mais
faut faire très attention parce qu'il y a les agressions. Ça aussi, il faut faire vraiment très attention. Il y a les agressions. Pas négliger cet Mais c'est aspect. mieux d'entrer dans un heure de repos et se reposer normalement avant de prendre la route. Alors, chers téléspectateurs qui nous regardez, vous voyez le numéro affiché là depuis. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer des messages ou alors appeler. N'attendez pas la dernière minute. Règle numéro 1, quand vous appelez, baissez le volume de votre téléviseur. Soit vous mutez le volume de votre téléviseur et on vous prendra tranquillement. Jojo est là pour répondre à vos questions. Tonton Calvino. Oui, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Vous parliez des heures. D'où ma question, la conduite de nuit. Quel est l'intervalle d'heure qui est très risqué pour que le chauffeur dorme? Parce que moi, quand je vois la nuit, je dors dans la voiture. Parfois, je suis saute, j'ai même pitié du chauffeur. Je dis que mais comment celui-ci ne dort pas alors que ça te ronfler? Donc, quel intervalle dans la nuit où le chauffeur... Où le risque est très élevé. Oui, pour dormir. Le risque est élevé permanemment. Il faut que je vous le dise. Le risque est élevé. Ça dépend de l'état physique du conducteur. Okay. Un conducteur peut être... Je vous ai dit la dernière fois ici que la route ne tue personne. Et que le conducteur s'adapte en fonction de son état physique. Voilà. J'avais commencé par l'état physique. L'état de la route et autre chose. Donc, pour ne pas entrer dans le débat de l'autre jour, je reviens juste sur l'état physique du conducteur. Donc, l'état physique du conducteur joue beaucoup. Je peux être en très parfait état. Je conduis toute une nuit sans avoir sommeil. Et demain, je somnole. Voilà. La même personne, demain je somnole. Après demain, peut-être que je n'ai pas pu somnoler. Donc, il faut faire très attention. Toutes les heures peuvent amener un conducteur à somnoler. Surtout quand le conducteur a bu de l'alcool. S'il a mangé trop lourd, il peut somnoler. Vous savez, même dans nos bureaux, lorsque vous avez mangé assez lourd à midi, vous avez sommeil. Et c'est exactement la même chose qui se produit dans le corps d'un conducteur. Bon, maintenant on est face quand même. Quelqu'un a dit dans le reportage, dans ce reportage, que il y a aussi l'état des routes qui peuvent être la cause de la mauvaise conduite de nuit. Parce qu'on est parfois sur des nids, trop de nids de poules qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on ne maîtrise pas, peuvent pousser le conducteur à commettre un accident. Je dis ça, c'est... Surtout s'il a des phares, avec des phares très... des pleins phares. C'est une fuite en avant. Oui. C'est une fuite en avant, pourquoi? Parce que si vous réduisez la vitesse, vous avez réduit le risque. D'accord. Vous ne pouvez pas me dire que, parce qu'il y a les trous. Non, si vous avez réduit la vitesse, les trous ne vous feront absolument rien du tout. Si vous roulez à 80 km/h ou à 100 km/h sur une route qui a des trous, entre guillemets, sachez que vous allez mourir là-bas. Mais si vous roulez à une vitesse très réduite, les trous ne peuvent pas vous surprendre. Parce qu'on ne peut faire tonneau dans un trou que lorsque on roulait très vite. Parce que à une petite vitesse, on peut négocier facilement. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, on vous appelle comment, monsieur, madame? Bonjour, on vous appelle comment? Et vous appelez d'où? Vous êtes en direct ou bien il est... Il est parti. Ok, on y va, Roger. Allez, Jojo. Voilà, donc c'était ce que je disais, c'est que lorsqu'on a réduit la vitesse, on peut éviter un obstacle. Quel que soit l'obstacle, on peut l'éviter. Mais lorsque la vitesse est très grande, on peut éviter, mais on a le risque de mourir. Le risque est très élevé parce que, je vous ai dit la dernière fois comment on calculait la vitesse. Donc, si vous êtes par exemple à, disons, à 40 km/h, vous allez multiplier 4 fois 3. Ça vous fera au moins 12 mètres. Lorsque vous commencez à freiner, ça vous fera 12 mètres pour que vous vous arrêtez. Vous voyez? Imaginez donc quand vous roulez à 120. Ça veut dire que le temps de vous prenez donc 12 multiplié par 3. Seulement le temps de réaction. Et pendant le temps de réaction, le véhicule continue à rouler. Parce que le temps de réaction, c'est 1 seconde. À la perception de danger, l'analyse du danger par le cerveau, le système nerveux prend le relais et agit sur les muscles. Et c'est là où
vous appuyez sur le frein. Je crois qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, bonjour, moi c'est Serge Mitterrand, de Sam. De Sam à Yaoundé. Serge Mitterrand, nous vous écoutons. Oui, depuis Douala. Depuis Douala. Oui. Bon, j'ai une question que je voulais poser à M. Jojo là. Oui. Ma question est je voudrais savoir quelle est la distance fixe de sécurité. Je voulais savoir s'il y a une distance fixée de sécurité. Oui. La distance de sécurité peut se calculer tout simplement. Je vais vous donner une astuce. Pendant que vous roulez, prenez un point devant vous. C'est-à-dire que le derrière du véhicule que vous suivez, s'il arrive par exemple à un poteau électrique, commencez par dire tout doucement un Y. Lorsque vous dites un Y et que vous arrivez au poteau, ça veut dire que la distance de sécurité est bonne. Ce n'est qu'une petite astuce. Plus simple que ça. Mais attends, je suis en train de rouler. Je dis un Y. Non, vous dites très doucement un Y. La distance de sécurité est correcte. C'est-à-dire que le 1 Y, lorsque vous dites le mot grec, vous devez être au point où vous avez commencé. Au point où vous avez commencé à compter le derrière du véhicule, donc à partir du poteau où le véhicule se trouvait. Vous dites tout doucement un Y. Cette distance de sécurité est déjà commode. Maintenant, il y a encore autre chose. On peut compter le nombre de lignes sur la chaussée. Quand il s'agit de la signalisation horizontale, vous devez compter, par exemple, sur les autoroutes, vous avez 3 lignes. Vous comptez 3 lignes. C'est-à-dire que les lignes qui sont en tout cas, les lignes moi je vais dire discontinues, les lignes discontinues au milieu de la chaussée, vous pouvez compter à partir des lignes. Si vous avez 3 lignes, vous êtes dans une bonne distance de sécurité. Ça veut dire que vous avez 3 lignes par rapport au véhicule que vous suivez. Vous êtes dans une bonne distance de sécurité. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où, monsieur ou madame? Bonjour, monsieur, madame. Je m'appelle Royal. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis le lycée Garoua. Garoua, allons-y. Oui. Ok, je vous encourage d'abord pour votre émission là, ça m'a vraiment intéressé. Merci. Par rapport aussi à l'état de la route que vous parlez, exemple Ngaoundéré, Garoua, un état de route qui peut-être 7 heures de temps, 8 heures de temps, vraiment, ça nous fait fatigue aussi de fatiguer. Est-ce qu'on peut... C'est parti. Oui, il est en train Non, parce qu'il il est encore en ligne, je crois. Oui, je crois qu'il avait un souci de temps. Garoua, voilà. Ça prend quand même du temps. Ça, ta question. Oui, on parle de l'état des routes. Ok, parce que, par exemple, Ngaoundéré, Garoua, c'est presque 380 km. Et la rue est tellement mauvaise. Et aussi, il y a de mauvaises conditions. Si c'était dans la nuit, il y a de plein phare. Et c'est là que le plus accident qui faisait sur la route de Ngaoundéré, Garoua. Donc, quel est le point dans la nuit? Est-ce qu'il y a la pause? Est-ce qu'il y a quoi? La cause. La cause des accidents sur cet axe? Oui, il dit que les gares sont les pleins phares. Oui, mais je pense que si le téléspectateur nous avait suivi dès le départ de cette émission, je pense qu'il y a cette question, il ne devait pas la poser parce que nous avons parlé des feux de route et les feux de croisement. Et nous avons aussi parlé de la manière comment gérer ces feux lorsqu'on est ébloui. On l'a dit ici. Et on le dit aussi encore, lorsque la route est très mauvaise, il faut réduire la vitesse. C'est vrai que Ngaoundéré Garoua, c'est long, mais il vaut mieux arriver tard que de ne jamais arriver. Vous voyez? Donc en attendant que cette route soit réparée, pour le moment, il faut réduire la vitesse pour ne pas être surpris par des gros trous et d'autres obstacles qu'on ne peut pas prévoir. Voilà. Monsieur, pour compléter la question de tes spectateurs, moi j'ai fait le SEM Nord. La route du Nord, tu n'as pas besoin de réduire la vitesse. Ta vitesse se réduit automatiquement parce que la route est impraticable. Il y a des nids de poules. De la voiture obligée de ralentir seule.
Donc, je pense que, comme vous avez dit, s'il avait été là au début, il devait comprendre que les pleins feux là, quand vous arrivez, vous avez bien expliqué ça ici. Donc, quand une voiture vient en face, il faut déjà baisser le plein feu et rouler avec déjà, le conducteur, le téléspectateur qui vient d'appeler tout à l'heure doit être un conducteur. Moi, je lui dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent les pleins phares dans le feu de route. On est même pratiquement à la fin. Bonjour à vous sur le plateau. Je vous regarde depuis Tchang. Voici ma question. Quelle est la distance de sécurité? Voilà, quelqu'un, un autre posé. Et il dit, peut-on aussi avoir des GPS qui peuvent monter toutes les nationales du Cameroun? C'est possible. Il y a même des applications pour ça. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui peuvent vous montrer toutes les routes du Cameroun. Et quand même vous roulez, on sait là où vous êtes. Jojo, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On retrouve Jojojo sur Facebook. C'est Jojojo Joey. Comme vous voyez là, Jojo Joey. Ça, c'est son sobriquet, mais de son vrai nom, véritable nom, c'est Josué Kogloum, expert en automobile. Il est propriétaire de l'auto-école Jojo Joey, ici à Douala. Vous avez besoin d'apprendre à conduire, vous avez des besoins, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Il vous répondra comme il sait bien le faire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et je donne toujours rendez-vous lundi pour à lundi prochain avec Jojo toujours, tonton Calvino. Merci monsieur l'expert en conduite automobile. Merci Calvino. Voilà, demain is another day. Voilà. À vous tous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres, et nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 10h avec la même ferveur et nous vous souhaitons de passer un très bon midi et surtout une très bonne journée aussi. Dieu vous bénisse, à demain, bon appétit, ciao.